Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous considérons que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Il y a quelques semaines, nous avions invité un des auteurs de l'ouvrage « Le gouvernement par la peur au temps des catastrophes », réflexion anti-industrielle sur les possibilités de résistance, qui est paru en 2013 aux éditions de Laroux. Cet ouvrage est construit en 2 temps. Le premier, celui de la réédition de textes de l'après-Tchernobyl, auquel nous avions donc consacré notre précédente émission. Et puis, le deuxième temps sur ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, 25 ans après Tchernobyl et 4 ans après le début de la catastrophe de Fukushima. Les auteurs, dans leur avant-propos, font ainsi le lien entre ces 2 temps. La réédition d'écrits antinucléaires de l'après-Tchernobyl montre que si la lutte contre la nucléarisation du monde connaît une régression, celle-ci est sans mystère. Le parti de l'État, écolocrate compris, nous avait déjà divulgué l'essentiel de ses mensonges, de ses méthodes et de ses projets. Une catastrophe plus tard, il y aurait un étrange et fatal aveuglement à n'en pas tenir compte. Alors oui, 25 ans après, 25 ans plus tard, est-ce que quelque chose a changé ? Est-ce qu'on peut parler de régression dans la lutte antinucléaire ? Et si oui, il faudrait s'interroger sur les causes de cette régression. Et puis, on va également dans cette émission voir si on peut arriver à tirer quelques perspectives ou du moins des pistes de réflexion en termes de lutte antinucléaire. Alors, pour en parler avec nous, un des auteurs du gouvernement par la peur au temps des catastrophes. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va, le son ? Tout est... Oui, j'entends pas très bien, mais ça va. D'accord, on va essayer de régler ça un peu. Alors le premier constat qu'on pourrait faire, c'est qu'en France, il n'y a strictement aucune volonté politique d'arrêter l'industrie nucléaire. Madame Royal, ministre de l'Environnement, a récemment déclaré dans un entretien avec l'usine Nouvelle qu'à part Fessenheim, il n'y aurait pas de fermeture de centrale nucléaire et Fessenheim fermerait à la mise en service de l'EPR, mais au contraire qu'il fallait, je la cite, maintenant programmer les investissements de sécurité des réacteurs existants et qu'il fallait aussi programmer la construction d'une nouvelle génération de réacteurs. Donc, le constat semble évident, mais c'est aussi un constat d'échec pour la lutte anti-nucléaire. Alors, on verra peut-être plus tard, si on a le temps, la part de responsabilité. Enfin, j'espère qu'on aura le temps du côté des anti-nucléaires. Mais dans un premier temps, peut-être qu'on va voir un petit peu le rôle de l'État dans cette affaire. Et la première question que j'aimerais te poser, ce serait d'une part d'essayer de comprendre pourquoi l'État est si attaché au nucléaire et puis aussi si les méthodes ont changé depuis 25 ans, 30 ans pour obtenir une sorte d'assentiment de la population et pour nous faire accepter le nucléaire en fait comme un mal nécessaire. Voilà, je ne sais pas si tu veux commencer. Oui. Une ébauche de réponse. Ouais. On a une demi-heure. Je crois que déjà qu'il faut... pour rajouter à ce qu'on avait dit au moment de la création du comité irradié, c'est-à-dire sur la... comment on pourrait dire ça, la sympathie qu'il y a entre nucléarisation du monde et étatisation du monde,
Dans la mesure où, effectivement, pour gérer le nucléaire, pour parler moderne, il faut un État, mais un État de plus en plus fort, un État de plus en plus présent, un État qui va à la fois gérer la production, la distribution, même si ça peut passer apparemment par des sociétés privées, et établir tout un ensemble de normes. C'est l'État étant le grand organisme normalisateur de la production en elle-même, de la vie qui va avec cette production. Et donc oui, il y a symbiose. Le nucléaire est l'énergie la plus symptomatique de l'étatisation, la plus favorable à l'étatisation. C'est une vieille histoire. L'énergie en général a toujours été un élément de centralisation du pouvoir, aussi même quand c'était hydraulique. Le despotisme hydraulique a eu son impact dans l'histoire humaine pendant l'Antiquité. Mais il est de fait qu'avec l'énergie nucléaire, cet rôle central, si on peut dire, de l'État est encore beaucoup, beaucoup plus fort, accentué, et apparaît comme de plus en plus nécessaire. C'est-à-dire que la dangerosité de la chose, la technicité demande effectivement une centralisation énorme, encore une fois, une normalisation très, 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 normalisation au sens des déductions de normes, très puissante, quoi. En un premier temps, déjà, au moins, ça. Et alors après, la question, c'était quoi, déjà? Oui, le pouvoir de l'État. Et puis, on va peut-être voir ça au fur et à mesure. Mais si les méthodes ont changé pour obtenir l'assentiment de la population, et en fait nous faire accepter le nucléaire. Parce que ça, je pense que ça a évolué depuis 25 ans. Là. Enfin, même si c'était déjà à l'œuvre. Mais je voulais citer, pour parler un petit peu pour introduire un peu ce sujet-là, un extrait de votre livre. Alors, si le citoyen idéal est programmé pour craindre son ombre, ce texte est ironique, c'est très bien. Si le citoyen idéal est programmé pour craindre son ombre et maintenu sa vie durant dans un infantilisme sans borne, il supporte cependant, sans y trouver d'inconvénient majeur, que le nucléaire mette en péril non seulement la vie de tous les êtres qui n'ont pas demandé à traîner depuis leur naissance un aussi monstrueux handicap, mais sa propre existence même, qu'il juge pourtant si précieuse et si gravement menacée par toutes sortes de bactéries, de virus, de désastres naturels, de Roms, d'immigrés, etc. Puis encore, il accepte sans broncher que le plus vil politicien, le plus ignoble technocrate, dont la seule existence devrait, dans une société simplement humaine, être ressentie par tout un chacun comme une insupportable provocation, lui répète inlassablement qu'il est condamné à cet avenir-là et que nul autre n'est d'ailleurs concevable, pour la seule raison que c'est celui-ci qui lui a été assigné. Des commentaires sur ce que vous avez écrit? C'est assez dur à se commenter soi-même, mais enfin soi-même au sens de maison d'édition. Oui. Mais je crois qu'il y a les deux aspects en fait là, très nettement. Hein. C'est d'un côté, si on veut vivre la manière dont on vit prétendument heureux, il faut du nucléaire. C'est-à-dire il faut énormément d'énergie, et donc énormément d'énergie suppose, appelle, introduit, développe le nucléaire. Ça c'est du côté, disons, de l'abîme de la servitude, et du côté du terrorisme nucléaire, parce que l'abîme de la servitude elle n'existe pas toute seule. Il y a le fait que pendant justement ces 25-27 ans, ou je sais plus exactement, 86, presque 30 ans, d'après Tchernobyl,
ce qui a été après considérablement encore renforcé à Fukushima, il y a eu l'introduction très progressivement de ces concepts de culture du risque, qui était donc à l'époque, dont je me souviens, un des théoriciens qu'ils appelaient Lagadec, qui s'appelle toujours vraisemblablement, donc je fais un peu de publicité. Oui, merci. Donc, par rapport au nucléaire, c'est tout le fait, le travail était de faire changer la mentalité générale. D'abord, en imposant, en assénant le fait qu'il n'y avait pas le choix, donc il n'y a plus de choix, et que donc tout se résumait à comment faire avec la catastrophe et non contre la catastrophe. Donc là, c'était on gère la survie, on met des seuils. Voilà, il s'agissait de quantifier la dangerosité en ramenant en fait le nucléaire, la catastrophe nucléaire, à une catastrophe, à un accident industriel, établissant une échelle de valeur de dangerosité concernant l'ensemble de ces incidents, accidents, catastrophes. Donc après, par rapport à un accident industriel plus banal qui serait d'un niveau 3 par exemple, Tchernobyl devient un accident de niveau 5. Sauf que ça change tout si pendant 30 ans, c'est le mot catastrophe nucléaire, le mot nucléaire lui-même d'ailleurs disparaît, derrière un accident industriel de niveau 5. C'est donc à partir de ça que c'est dans l'établissement de cette échelle de valeur que toute l'expertise et contre-expertise va travailler et de là amener une espèce de banalisation de la catastrophe nucléaire qui aboutit alors là véritablement à ce qui s'est fait à Fukushima, quoi. Donc c'est ces 30 ans de propagande, de sociologie, d'expertise, de collaboration entre les experts anti-nucléaires, les experts pro-nucléaires, les contre-experts pro je sais pas quoi, qui ont amené en fait à ce que devienne naturel, au sens de seconde nature, cette culture du risque. Voilà. Et donc s'il y a effectivement servitude volontaire, s'il y a servitude, il y en a une bonne partie, qui n'est pas peut-être la centrale, mais qui est très active de la servitude volontaire, mais il y a aussi toute la propagande, l'expression culturelle, la fabrication d'une culture du terrorisme nucléaire. Et dans les méthodes, les méthodes de gestion, il y a quelque chose que vous soulignez que je trouve intéressant, c'est qu'il faut, je vous cite, il faut remarquer que le citoyen idéal n'est pas seulement accoutumé au nucléaire, il est aussi accoutumé à le redouter. Et ces deux formes de dressage conjuguées, inscrites à des niveaux d'infraconscience opportunément décalés, sont censées l'immuniser contre toute velléité de rébellion. Il y aurait il y a une sorte de paradoxe là-dedans. C'est à la fois. Pas vraiment. C'est le rôle justement le rôle de l'État là qui est au centre. Le rôle de l'État comme de l'État comme intériorisé, si on peut dire, hein, du besoin de protection. D'ailleurs, tous les trucs les institutions censées réguler l'activité nucléaire s'appellent organismes de protection. Il y a cette habituation au mot de la protection, de la catastrophe maîtrisée, de la banalisation, et puis tout le courant d'idées médicales, tout le courant de pratiques médicales qui a tiré la peur de l'irradiation et des effets réels de l'irradiation sous le nom de radiophobie. C'est un maillage de l'esprit et de la vie très 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 présent, très intense, très très prégnant. Et c'est réellement en ce sens aussi que le nucléaire est vraiment le modèle du totalitarisme contemporain.
Et par rapport à la catastrophe, et par rapport à la catastrophe, vous dites aussi... Ah, ça y est, ça commence, je n'entends plus. Eh ben, on va passer un petit morceau de musique et puis on va essayer... Raccroche, hein, on va passer un petit morceau de musique, on essaye de te rappeler. Dai, cousine. Il y a des fois il y a des gens il y a des cas ou des événements dont on se souviendra toujours. De ses tout premiers jeux, de ses jours malheureux, de son premier tarpé. On va reprendre le cours de l'émission. On a eu un petit problème de téléphone. Alors, bon, j'espère que la ligne va être bonne pour la fin de l'émission. Il nous reste environ 10 minutes. On peut peut-être... bon, on va finir avec cette histoire de catastrophe. Tu voulais rajouter quelque chose ? C'est un charmant projet. Allô ? Oui, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je suis d'accord pour en finir avec la catastrophe d'une manière générale. Générale, oui. Donc oui, ce que on pouvait dire là-dessus, c'est que qu'en fait, il est central. Bon, je veux dire, les luttes antinucléaires actuellement il y a assez peu de luttes antinucléaires directes. Il y a des luttes contre le transport de l'énergie nucléaire, les luttes anti-THT. Il y a quelques résistances assez faibles quand même sur site de retraitement de murs. Et il y a effectivement cette espèce d'habituation à, je sais pas, un fatalisme nihiliste un peu sur comme si le fait qu'il n'y ait pas de catastrophe par jour, ça diminuait le rôle de du caractère crucial de la lutte antinucléaire. Alors, je crois que l'idée, ce serait quand même d'essayer de relier ces différents aspects de la malheur nucléaire, son transport, sa production, son stockage, et la catastrophe diffuse que représente l'accoutumance aux faibles doses. Dans cet article que tu citais du livre, là, il y a quand même le CERI, donc ce comité européen sur les risques de la radiation, là, qui comporte 46 scientifiques reconnus et indépendants du lobby nucléaire, quand même chiffre à 61 millions de morts par cancer dû à la radioactivité entre Hiroshima et 1989. Quoi. Je pense qu'il faut revenir sur là, non pas dans un travail d'expertise, mais dans un travail au contraire de diffusion, de répétition, revenir sur la réalité de cette catastrophe nucléaire qui est encore plus monstrueuse dans son côté diffus que quand elle est concentrée. Et de fait, en plus, ramener ces faits-là, ça serait redéfinir un peu que le fait d'être antinucléaire, ce n'est pas et discuter éternellement de seuil, de doses, etc., puisqu'il n'y en a pas, en fait, de doses inoffensives, mais ça serait d'exiger l'arrêt définitif et immédiat du nucléaire. Avec toutes les questions que ça pose justement sur comment la nature du système qui l'impose, le mode de vie qui va avec tout ça, la démesure énergétique. Et entre autres particulièrement, ce serait de faire porter là actuellement toute la critique sur la transition énergétique qui ne supprime rien des formes de totalitarisme énergétique, mais au contraire elle les ajoute tous. C'est-à-dire en gros pour démanteler le système de dépendance et l'organisation sociale qui nécessite toujours plus d'énergie. Et par rapport à ce qu'on a dit au début, toujours plus d'État, de grands organisateurs, du grand système de production, de distribution, de consommation, etc. Quoi. Voilà. Bon, je sais pas. J'ai essayé de faire dans les 10 minutes sans qu'on soit interrompu. Peut-être c'est un peu concentré. C'est pas mal. Alors, par rapport à la lutte antinucléaire, moi je voudrais quand même
dire quelque chose, parce que moi, je vais encore reciter votre livre, c'est là qu'on va être coupé encore, je ne sais pas. C'est ça, oui, c'est ça. Alors, il y a quelque chose là. Les tenants de la société nucléaire n'étant pas précisément dépourvus de ressources, il n'est pas douteux que tous les leurs imaginables ne soient mis au service des maîtres de la catastrophe dans l'éventualité d'une opposition quelque peu résolue à leur projet. Alors 2 points, sortie progressive du nucléaire, reconversion énergétique, combinaison avec des énergies renouvelables, etc. Sans parler, tu l'as dit, de toute la panoplie des expertises, audits et autres stress tests destinés à anesthésier les foules dans une absolue transparence. Et alors là, moi, qui fréquente un peu les milieux antinucléaires, on n'est pas très loin du discours en fait de certains antinucléaires, hein, et de toutes ces fausses solutions. Alors, sont effectivement des leurs. Hein. Quand on parle de plus de sûreté, plus de maîtrise technique, plus de transparence, plus de maîtrise publique aussi d'ailleurs, plus de démocratie, etc. Ça contribue à vider en fait le mouvement antinucléaire de son message, message, voilà, ça c'était un petit truc que je voulais rajouter. Et puis on peut peut-être quand même essayer de partir sur quelques pistes pour pas être complètement déprimé, de pistes de réflexion ou de perspectives un peu dans les luttes antinucléaires. Qu'est-ce que ce serait comme peut-être de poser, tu l'as dit, de poser comme base ou comme message premier l'arrêt immédiat et définitif du nucléaire. Oui, en fait, bon, de toute façon, je pense que du point de vue mental, si on peut dire, ou théorique, comme on disait avant, montrer tous les dégâts, insister, et en mettant la main à la pâte si possible, c'est-à-dire aussi bien dans les actions pratiques, que ce qui est insidieusement à gagner, c'est cette fameuse culture du risque, et que c'est la culture du risque, c'est l'équivalent de la lutte de classe, quoi, en quelque sorte. Hein. Avec la folie nihiliste qui essaye de toute façon pour tout le monde, même si on n'est certainement pas égaux devant cette catastrophe, il y a quand même c'est la vie en général qui est atteinte, hein, et la vie, et je sais pas seulement la vie d'ailleurs, mais le plaisir de vivre aussi. Donc je crois qu'il faut revenir à ces... Donc je sais pas, trouver les moyens, mais c'est certainement pas ce qu'on discutera à la radio, je pense, de cibler des actions, par exemple, qui permettraient de faire le lien avec cette culture du risque, et le côté unitaire du nucléaire, unitaire et totalitaire du nucléaire, aussi bien dans les lignes THT que dans le stockage, que dans la production, c'est-à-dire faire le lien en fait entre la critique de la société industrielle en tant que telle, en tant que société capitaliste, et la critique de l'énergie. Je pense qu'il faut que ça soit absolument lié, sinon il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Ça sera tout le temps la porte, enfin même si c'est lié, c'est pas pour ça qu'on en sortira forcément, mais en tout cas ça coupera un peu l'herbe sur le pied à tout ce qui se présente comme antinucléaire, qui ne l'est pas, qui est amoindrissement du risque, etc. Avec en plus toutes les illusions, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de possibilité de diminuer véritablement ces risques. Ou alors, c'est qu'il n'y a plus de vie du tout. Ou alors, excuse-moi. S'il n'y a plus de vie du tout, au sens que c'est pas les risques de la catastrophe qu'on diminuera. Ce n'est pas le fait qu'elle devienne moins probable. C'est le fait qu'on arrivera à trouver les moyens les plus concentrationnaires, les plus liberticides, les plus terrifiants, pour que ça tue peut-être le moins de monde possible, ou d'une manière, ou que ça tue de manière la plus sélective possible. C'est-à-dire que ça sera la fin totale de la liberté humaine, pour être un peu à l'abri des effets de la catastrophe, quoi.
Bon, je disais qu'on n'allait pas terminer sur quelque chose de complètement... Non, mais c'est justement en avoir conscience qui permettrait peut-être de l'éviter. Voilà, alors c'est justement un peu ça ce que moi je voulais dire aussi, c'est que il faut, je crois pour moi, enfin ça c'est ce que je pense, c'est d'arriver à déconstruire tout ça, à déconstruire tous ces jeux de cartes là, qui ont été échafaudés depuis des années et qui en fait... quand on y réfléchit bien, la base, elle pourrait ne pas être si solide que ça. Ah oui, ça se... Je veux dire ce que un certain nombre d'humains a fait, un autre nombre d'humains peut le défaire. Ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est sûr. C'est ce que disait Mumford. Plus c'est un éléphant, plus il a peur de la souris, quoi. Bon, on va jouer les souris. Alors, il y a un texte aussi très intéressant. J'ai beaucoup de sympathie pour les éléphants, par ailleurs, je vois pas pourquoi on les associe toujours aux monstres. On n'a vraiment pas le temps d'en parler, mais je voudrais vraiment aussi dire qu'il y a quelque chose de très instructif là sur les pistes de réflexion et les perspectives de lutte antinucléaire actuellement. Il y a tout un article qui est consacré à des textes qui ont été écrits je crois que c'est novembre 2011, quand une action a été menée pour arrêter un train ou en tout cas ralentir un train de déchets à Valognes en Normandie. Oui. Et ces textes sont particulièrement intéressants parce qu'ils posent des questions de fonctionnement, en fait. Comment est-ce qu'un groupe antinucléaire peut fonctionner? Comment des groupes antinucléaires peuvent fonctionner? Comment on peut cesser cette hiérarchie, cette bureaucratie c'est particulièrement sur ce point-là très, très réussi. Valognes est un modèle. Avec toutes les questions que ça pose et tous les doutes que ça mais au moins les à minima étaient là déjà dans le discours et puis ça réfléchit sur les modes de fonctionnement et c'est tout à fait intéressant. Alors on est arrivé malheureusement à cause de ces micro-coupures à la fin de notre émission. Alors je voudrais rappeler le nom de l'ouvrage là. C'est Le gouvernement par la peur au temps des catastrophes, réflexion anti-industrielle sur les possibilités de résistance, paru... Oui, c'est important que tu dises qu'il y a les possibilités de résistance, oui. C'est ce qu'on cherche. On cherche. Donc ça a paru en 2013 aux éditions de Laroux. Et je vais finir par... Nous sommes diffusés par Obo, donc c'est trouvable en librairie. Sinon, il y a l'adresse de la maison d'édition dans le livre. Et voilà. Et je voudrais... Voilà, c'est juste comme ça. Oui, non, mais t'as raison, il faut absolument le lire, C'est bien pour ça que... Alors, je voudrais finir en vous citant, et puis sur une note d'espoir quand même. Là, donc, je vous cite. Nous ne prétendons pas savoir de quoi demain sera fait, ni supputer les chances de la liberté dans les années à venir, mais nous percevrons encore un peu partout des signes de vie confus et désordonnés, et des individus ou des groupes épars persiste à exprimer malgré tout une critique sociale pertinente. Et même si la disproportion entre l'ampleur du désastre et l'indigence des moyens qui peuvent lui être opposés de nature à refroidir le plus aligné des militants, rien n'assure que la politique du grain de sable dans l'engrenage soit éternellement vouée à l'échec, ni que soit vaine la transmission d'un étrange héritage, la mémoire de ce qui pourrait encore être. Dans le passé, les victimes du nucléaire ont été intégralement dépossédées de leur conscience autant que de leur vie. Il est pour chacun des occupations plus indignes que de s'attacher jusqu'à la fin de son temps personnel, rien que ça, ce qui pourra contribuer, si peu que ce soit, à les venger en dissipant l'ignorance et en interdisant l'oubli. Pour cela, à qui nous adresser, sinon aux victimes présentes, si indifférentes qu'elles puissent être au sort commun, mais surtout futur. Merci. Ma foi. Ma foi. Bel élan. Et voilà. Je te remercie et bon courage à tout le monde. Oui, à vous aussi. À une prochaine rencontre. Bientôt. Au revoir. Au revoir.